Information importante. Contrairement à ce qui a été énoncé en début d'enregistrement, il ne s'agit pas du 4e tome de la saga The Mortal Instrument, mais bien du 3e. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce 6e épisode de Marque-Page. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure au sein de l'équipe des Chasseurs d'Ombre. Je veux bien sûr parler de Clary, Jace, Simon et toute la clique. Nous allons parler du 4e tome de la saga The Mortal Instruments qui s'appelle The Mortal Instruments, la cité de verre. Comme le veut la tradition dans ce podcast, on va tout de suite commencer avec la carte d'identité de l'ouvrage. Donc, le livre dont il s'agit aujourd'hui s'intitule The Mortal Instruments, la cité de verre de Cassandra Clare. Il est paru aux États-Unis entre le 25 mars et le 25 mai 2009. Son pays d'origine, du coup, comme je l'ai dit, est les États-Unis. Et son titre original est The Mortal Instruments, City of Glass. Ce fameux livre est apparu en France le 6 mai 2010, donc près d'un an et quelques mois, voire un an tout pile par rapport à sa parution originale. Sa maison d'édition en France est Pocket Jeunesse, autrement dit PKJ, sa traductrice Julie Lafont. Le livre peut s'apparenter au genre fantastique. J'ai eu du coup l'occasion de traiter de ce livre au moyen de la plateforme audio Audible, donc ça veut dire que j'ai écouté le livre dont la narration est faite par Bénédicte Charton et la durée d'écoute est d'environ 15 heures. 15 heures morcelées bien sûr, donc cela veut dire que ça m'a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dépendant de la vitesse à laquelle j'écoute le livre. Mais en tout cas, voilà, c'est pas 15 heures monobloc. Cassandra Clare est une autrice d'origine iranienne qui doit sa célébrité à la création du monde obscur. Le monde obscur, c'est en gros l'univers global de Cassandra Clare qui s'étend sur plusieurs trilogies. La première étant celle qui nous intéresse actuellement, donc The Mortal Instruments. Il se peut que tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur et dans ces cas-là, je m'en excuse, puisque pour le contexte littéraire dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, j'ai peut-être dit qu'il s'agissait du 4e tome de la saga, mais il s'agit bel et bien du 3e tome sur 6 de la saga, donc cela veut dire en fait qu'on arrive déjà à la moitié de notre périple littéraire au sujet du coup de The Mortal Instruments. Valentin, donc qui est un chasseur d'ombre très connu justement dans le monde obscur pour être un fervent opposant au gouvernement actuellement mis en place, gagne de plus en plus de terrain. Cela signifie que si au début le retour de Valentin n'était qu'une simple hypothèse, entre guillemets, aujourd'hui en tout cas dans le contexte qu'on a global au niveau du 3e tome, son retour n'est pas simplement une éventualité puisque il gagne de plus en plus de terrain dans le sens où ces adeptes donc qui constituent le cercle reviennent en nombre et il parvient même à faire de nouvelles recrues, ce qui lui permet de lutter de plus en plus pour tenter d'obtenir le pouvoir. Pour poser le contexte, Clarisse est le personnage principal de la saga, c'est-à-dire que tout tourne autour d'elle. On la suit depuis le début. Clarisse est la fille de Valentin, donc sa fille biologique, essaye d'arrêter Valentin avec ses amis. Ce que l'on peut dire aussi pour ce tome, c'est que l'intégration de Clary dans le monde obscur continue. On verra plus tard que l'intégration, elle est à mon sens plus que faite, mais on verra ça plus tard. Enfin, pour boucler ce résumé, on peut dire que de grosses révélations sont à venir et la question qu'on se pose, c'est comment Clary va les gérer.
En ce qui concerne du coup mes premières impressions, je les ai divisées en 2 sous-parties. La première étant que ce volet, donc le 3e, est un volet capital pour la saga. En effet, il est difficile de faire du lien entre le titre, donc The Mortal Instrument, la cité de verre, et le début du livre, mais c'est une forme de transition visible dans l'univers. C'est-à-dire que, à mon sens, l'ouvrage va servir en fait de passerelle pour pouvoir justement développer l'univers, le faire passer à un niveau supérieur, le level up, et justement pouvoir augmenter un petit peu tout ce qui est adrénaline, etc. Permettre aussi de développer certaines sous-intrigues et certaines intrigues secondaires qui sont pour le moins intéressantes et importantes, puisqu'elles ont toutes pour seul et unique but de faire avancer l'intrigue principale. Ensuite, le deuxième axe du coup concernant mes premières impressions, c'est que c'est un tome préparatoire à la bataille. Donc cet axe, je l'ai intitulé La bataille approche, dans la mesure où en fait ce livre nous sert entre guillemets de trigger warning, donc de panneau attention, qui nous dit un événement va se produire et c'est un événement capital qui va opposer donc Valentin et ses opposants. Ce tome est donc, comme je le disais tout à l'heure, la préparation de la bataille qui du coup approche en toute logique, et on pourra vraiment supposer que la bataille finale viendra dans les tomes suivants, voire à la fin de celui-ci. En ce qui concerne du coup mon avis en fin de lecture, je l'ai divisé en plusieurs sous-parties, donc que je vais développer maintenant. Au total, il y en a 5, sans compter du coup la conclusion et mes attentes pour le tome suivant, que je me suis permis de rajouter par rapport au podcast précédent sur le sujet, puisque voilà, je trouvais ça pertinent et je voulais aussi vous partager mes attentes. Le premier axe de ma réflexion est qu'effectivement, ce tome est déterminant pour la suite de l'intrigue, puisque on observe effectivement qu'à partir de ce tome, les événements vont devenir de plus en plus sombres. Donc c'est là, en fait, que j'ai observé vraiment ce tournant-là. Et c'est aussi en ce sens que je me permets de dire que l'intégration de Clary dans le monde obscur est terminée, puisque les 2 premiers tomes étaient assez tranquilles, puisque Clary découvrait effectivement l'univers. Clary découvrait justement l'univers qui lui a été caché pendant 18 ans. Elle essaye de se faire une place avec plus ou moins de mal. Elle apprend aussi au passage que son schéma familial est totalement biaisé, pipé et bouleversé justement par ces annonces-là. Et du coup, là maintenant, on peut dire que Clary est totalement intégrée. Toutefois, il y a une fracture entre les chasseurs d'ombre et le reste du monde obscur. Donc cette fracture qui va vraiment s'intensifier au fil de la lecture. Et je fais également référence du coup à la bataille qui a lieu à la fin du tome, puisque les chasseurs d'ombre, accompagnés de leurs amis, donc je fais référence en fait à la famille Lightwood et leurs amis, donc qui sont chasseurs d'ombre ou qui peuvent ne pas l'être, bien sûr, mais il y a une nette distinction entre les chasseurs d'ombre, leurs alliés et le reste du monde obscur, qui peut très clairement se voir lors de la bataille du coup en fin de tome. Bienvenue à Idris. Dans ce tome, on en apprend davantage sur l'univers, donc notamment son organisation et le fonctionnement politique du monde obscur. Le gros plus de ce tome, c'est la présentation d'un nouveau lieu, donc un lieu protégé des terrestres, qui est le berceau du monde obscur. Donc bien sûr, je parle d'Idris, qui se trouve dans la citadelle sacrée Alicante. Alicante, c'est la seule ville qui constitue ce pays, donc qui est Idris. Idris, c'est le pays des chasseurs d'ombre. Alicante, c'est la seule ville. Je prends un exemple très terrestre, mais un peu comme si Paris était la seule ville de France. C'est le chef-lieu du monde obscur où l'enclave exerce sa politique. Donc l'enclave, c'est un peu l'équivalent français de l'Élysée, du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis.
L'enclave, comme je le disais tout à l'heure, du coup, c'est le gouvernement. Le gros plus également, donc un autre gros plus pour ce tome, c'est l'approfondissement du contexte géopolitique dans lequel on se trouve, c'est-à-dire comment vivent, entre guillemets, les habitants et les membres du monde obscur comparativement aux terrestres et aux autres entités qui peuvent vivre sur Terre. Donc je me posais une question avant de lire ce livre, avant de lire justement la saga, j'arrivais jamais à faire la distinction entre Alicante et Idriss, et donc du coup j'ai pu faire vraiment la distinction à partir de ce tome. Pour expliquer davantage le titre de l'ouvrage, la Cité de Verre est à comprendre comme étant un lieu fragile qui représente directement Alicante et plus largement du coup Idriss, le pays des chasseurs d'ombre. Dans ce tome, on a des relations approfondies, donc à commencer par Alec et Magnus, qui sont, pour poser le contexte, un chasseur d'ombre et un sorcier, qui deviennent de plus en plus amis et qui sait peut-être un peu plus. En ce qui concerne Clary et Jace, on peut se poser la question si leur relation n'est pas sur le point de devenir de plus en plus claire pour les deux jeunes gens. Concernant Clary et Sébastien Verlac, c'est une relation mystérieuse que l'on voit prendre forme sans pour autant trop en savoir sur lui. Donc voilà, parce que oui, Sébastien Verlac est un nouveau personnage qui débarque littéralement dans ce tome. On en apprend assez peu sur lui de manière globale, et pourtant il arrive mystérieusement et sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, au début du moins, à nouer une certaine relation avec Clary. J'aimerais simplement faire un petit flashback par rapport à ce que je vous ai dit concernant du coup la relation entre Clary et Jace pour clarifier un petit peu les choses. Clary et Jace, donc pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents, Clary et Jace, en fait, ont une relation plus qu'ambiguë, puisque au début, ils tombent amoureux, puis finalement, on leur dit qu'ils sont frères et sœurs, et là, maintenant, dans ce tome-là, je ne vais pas trop vous spoiler, mais ou frères et sœurs, ou pas frères et sœurs, mais en tout cas, on en apprend un petit peu davantage sur leur relation, d'où le fait que j'utilise le terme clarification, puisque eux-mêmes ne savent pas trop comment faire et où aller. Quand Clary commence justement à tomber amoureuse de Jace, puis finalement qu'on lui dit non, c'est pas possible, tu peux pas tomber amoureuse de ton frère, mais finalement, est-ce que c'est son frère ou non ? On ne le sait pas et on va le découvrir dans ce tome. Concernant Jocelyn Fairchild et Luke Garroway, pour poser le contexte, Jocelyn Fairchild, c'est la mère de Clary et Luke Garroway, c'est le père adoptif de Clary, donc celui qui l'a élevé, et un ami de Jocelyn. Ce sont également donc une chasseuse d'ombre et un loup-garou, et donc les deux sont deux amis qui s'aiment en secret depuis des années, et c'est un couple non officiellement déclaré. Qui sait, peut-être qui sera approfondi dans le prochain tome, en tout cas j'aimerais beaucoup. Le passé refait surface. Dans ce tome, on a un focus important sur le passé de Clary et l'impact que cela a sur elle et vice-versa. Comment est-ce que elle arrive finalement à dealer, donc à faire avec son passé, à se l'approprier et à finalement l'accepter tel qu'il est. On a également un approfondissement important sur la famille de Clary, sur sa vie à Idriss lorsqu'elle n'était encore qu'un bébé. On a également un autre focus, donc c'est le troisième de cet axe-là. C'est un focus sur les fondements de l'idéologie de Valentin, la naissance du cercle, qui s'est faite à New York ou à proximité de New York. Le cinquième et dernier axe de cette partie s'intitule « Une bataille inévitable ». Donc à la fin du livre, la bataille entre Valentin et ses opposants éclate enfin. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble du livre détaille la préparation dans les moindres détails, donc de la virgule près jusqu'au point final. On a vraiment tous les détails de cette bataille qui finit par éclater en fin de livre. Clary est enfin prête à la déclencher avec l'appui du coup de la famille Lightfoot, qui est vraiment une famille importante à la fois pour le cercle, puisqu'ils en ont été membres dès sa création, mais également pour l'Institut de New York, puisque finalement ce sont des anciens partisans de Valentin repentis qui se sont rendus compte des erreurs de celui-ci, qui ont vraiment envie de faire oublier leur passé en défendant Idriss et donc plus largement le monde obscur. J'ajoute également
que au début vraiment donc des 2 premiers tomes, Alec a vraiment du mal avec l'arrivée de Clary dans le monde obscur, mais finalement ce tome et leur participation commune à la bataille qui les oppose à Valentin est bien la preuve qu'elle a été acceptée et que finalement elle arrive à se détacher de l'étiquette qui lui a été posée au début, c'est-à-dire fille de Valentin et pas plus. Elle commence vraiment à s'autonomiser, à prendre son indépendance par rapport à ça, et c'est plaisant à voir. On a également une mise en avant de valeurs communes comme l'honnêteté, l'entraide, et il y a également de grosses révélations sur Sébastien Verlac qui sont décisives. Et là, attention, c'est le gros moment spoil. Sébastien Verlac est en réalité le réel frère de Clary, donc cela signifie que la relation entre Jace et Clary est définitivement clarifiée, mais sans mauvais jeu de mots du coup, mais on le verra dans le prochain tome, en tout cas, je l'espère. En conclusion, on peut dire que c'est un tome appréciable puisque c'est une réelle césure, du coup, comme je le disais au début, entre Clary, novice qui découvre le monde obscur dans les 2 premiers tomes, et Clary, plus intégrée et membre à part entière, du coup, de cette communauté-là. L'intrigue est plus corsée puisqu'il y a une fracture entre Valentin et ses opposants. Donc une fracture vraiment nette, si je puis dire, une cassure entre Valentin et ses adeptes qui sont vraiment là pour le retour d'un monde obscur vraiment apaisé, sans loup-garou, sans rien, et les opposants de Valentin qui sont pour que chaque espèce, chasseur d'ombre, vampire ou loup-garou, puisse vivre de manière apaisée et en totale communion, en clair, faire société. Pour le tome 4, j'aimerais en apprendre plus sur les personnages secondaires comme Magnus, Alec ou Isabelle. J'aimerais également apprendre ce qui se passe une fois la bataille entre Valentin et ses opposants résolue. On a assez peu d'informations concernant Bénédicte Charton, si ce n'est que c'est du coup une lectrice pour la société Audible et qu'elle est chargée de lire l'intégralité de la saga The Mortal Instrument, entre autres, puisqu'elle a également prêté sa voix pour d'autres ouvrages dont ce n'est pas le sujet ici. Pour conclure ce numéro, je souhaiterais vous parler du coup d'un autre ouvrage inspiré par la saga. Il s'agit de Shadowhunters, donc de la série Shadowhunters développée par Freeform et dispo sur Netflix. Donc l'intégralité des 3 saisons est dispo sur Netflix, qui a, si je puis dire, coproduit la série. Pour ce qui est donc en lien avec la série qui a été inspirée du coup par la saga, j'aimerais également vous parler du roman graphique, donc de la BD du tome, donc qui porte le même nom et qui est paru en France le 30 mars 2023. Voilà, c'est la fin du coup de cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui portera sur une autre saga. Si vous avez l'habitude du fonctionnement, vous devinez de quelle saga il s'agit. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous. Bye. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant le Temple des mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque-Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.